La dernière fois, j'ai publié une vidéo sur ma chaîne YouTube qui comparait des gros indices comme par exemple le S&P 500 et le Nasdaq 100. Là, j'ai décidé de faire le même travail d'analyse et de représentation pour voir finalement quelles sont les alternatives les plus intéressantes dans la tête et dans la vision d'un investisseur long terme en bourse. Et cette fois-ci, tu vas voir dans cette vidéo, je vais te comparer donc à la fois le S&P 500 mais également aussi le MSCI World qui est l'un des indices les plus connus, les plus utilisés en général quand on fait de la gestion indicielle en bourse. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais essayer de te présenter des éléments factuels et pragmatiques pour que tu puisses déterminer finalement si tu souhaites aujourd'hui investir sur le long terme en utilisant le vecteur des trackers et des ETF. Est-ce qu'il vaut mieux que tu privilégies une approche globale en utilisant le MSCI World ou plutôt une approche un peu plus ciblée en mixant par exemple le S&P 500 avec d'autres indices pour investir sur le long terme. Donc là, je te retrouve directement sur mon ordinateur. On va comparer le MSCI World et le S&P 500 pour voir si c'est plus intéressant pour nous d'investir dans un indice comme le MSCI World ou d'avoir un portefeuille plus diversifié avec par exemple du S&P 500. Après, on peut décider d'ajouter d'autres indices plutôt liés au secteur européen, les marchés émergents, etc., etc. Dans le MSCI World, donc là, je suis clairement sur la fact sheet, le document officiel de l'indice MSCI World. Et tu vois, ce qu'on nous dit, c'est qu'on est investi sur les 23 pays, entre guillemets, dits développés, avec à l'intérieur, on va avoir 1430 entreprises qui vont être représentées à l'intérieur. Donc, on a quand même un panier d'entreprises qui est quand même très représentatif de ce qu'on peut retrouver dans le monde, parce que là, c'est comme si tu investissais dans le monde. Par contre, attention, on n'est pas exposé au marché émergent. Là, sur cet indice MSCI World, on investit dans 23 pays différents, sur plein d'entreprises différentes, donc 1430 entreprises différentes, avec un poids sur chacune des entreprises qui va différer en fonction de leur capitalisation. On va le voir, on a une répartition par capitalisation et non pas, on n'est pas sur des indices dits équipondérés. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne YouTube. Donc on va regarder un petit peu les performances annualisées, mais globalement, ça reste un indice qui a très très bien performé ces dernières années et on le compare à d'autres indices comme par exemple le MSCI ACWI, le MSCI Emerging Market, parce que le MSCI World, on va investir sur les pays dits développés, entre guillemets. Le MSCI Emerging Market, on va investir sur les pays émergents. Et le MSCI ACWI, en gros, si je simplifie le trait, c'est comme si tu faisais un mixte, en gros, entre les deux. Voilà, tu as un peu des pays émergents, tu as un peu des pays dits développés, donc c'est comme si tu avais les deux en parallèle. Et on voit que, tu vois, le MSCI World, depuis 2009, alors attention à la manière dont tu vas interpréter les informations. Là, c'est pas parce que depuis 2009, on a eu une surperformance de cet indice par rapport aux autres que ça sera encore le cas dans les prochaines années. C'est pour ça que les informations sont toujours vraiment à prendre avec des pincettes. Globalement, c'est un indice qui a très très bien performé. Tu vois, depuis 1987, le MSCI World a fait 8,50% de rendement, ce qui est quand même des très belles performances. Et en dessous, on va regarder donc la Standard Deviation qui correspond à l'écart type. Également aussi lié, enfin qui correspond en fait à la volatilité. Quand on parle de STDEV, donc c'est écart type, mais également aussi volatilité. Donc plus tu vas avoir un nombre ici qui va être important, plus ça veut dire que tu as une volatilité importante, donc un risque dans la tête de l'investisseur qui est élevé, même si le risque n'est pas uniquement exposé à la volatilité, il ne se résume pas uniquement à la volatilité. On va avoir le ratio de Sharpe. Plus tu vas avoir un ratio de Sharpe qui est élevé, qui va être important, mieux ce sera pour nous, parce que ça veut dire que quand on décide d'investir sur une classe d'actifs, des fois on est OK pour subir une volatilité si c'est pour aller chercher des rendements plus importants. Et donc là, en gros, plus on va avoir un ratio de Sharpe qui va être élevé, plus ça veut dire que le risque qu'on prend en s'exposant à cette classe d'actifs va être contrebalancé avec un retour sur investissement futur espéré plus élevé. Voilà. Donc c'est pour ça que nous, quand on va analyser les différents portefeuilles, l'allocation d'actifs et quand on décide de s'exposer à une classe d'actifs plutôt qu'une autre, on va avoir un œil vigilant à la fois sur la volatilité mais également aussi sur le ratio de Sharpe parce que ça traduit notre capacité à contrebalancer le risque en ayant une espérance de gain plus élevée que la moyenne. Si on descend un petit peu plus bas, on va avoir la répartition en termes d'entreprises. Donc on voit bien que sur le MSCI World, on a 1430 entreprises à l'intérieur avec dans les plus gros constituants de cet indice, on va retrouver Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta, donc anciennement
forcément Facebook, Google, on va retrouver JP Morgan Chase, etc., etc. Avec à l'intérieur le poids dans l'indice, et c'est ce que je t'ai évoqué au début, sur la plupart des indices que tu vas retrouver, on est vraiment sur une répartition par capitalisation. Plus la boîte va être grosse, plus elle va avoir une capitalisation importante et plus elle va peser lourd en fait dans l'indice. Donc là, tu vois que même si on a 1430 entreprises dans le MSCI World, les 10 plus grosses entreprises, ça représente presque 25% de l'indice, tu vois, ce qui est quand même important. Ensuite, si tu descends un peu, on va avoir la répartition sectorielle et la répartition géographique. Au niveau de la répartition sectorielle, on est exposé aux nouvelles technologies, aux financials, également aussi au secteur de la santé, de l'industrie, les télécoms, on va retrouver le secteur de l'énergie, l'immobilier également aussi, etc., etc. Par contre, tu vois que dans la répartition géographique, on est quand même très exposé aux États-Unis, 72%, c'est normal parce qu'aujourd'hui, il y a une grosse partie de la richesse et du développement qui a été fait aux États-Unis et les plus grosses boîtes du monde aujourd'hui sont principalement aux États-Unis. Donc si demain, on se rend compte que les plus grosses boîtes du monde sont plus aux États-Unis mais sont par exemple, je sais pas, au Japon, forcément la répartition géographique sera différente de celle que tu as aujourd'hui. Donc si aujourd'hui, tu te rends compte et tu dis tiens, c'est bizarre, je suis censé investir dans le monde entier, mais j'ai quand même 72% de mon portefeuille qui est présent aux États-Unis, c'est normal. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a une répartition par capitalisation et on va dire, tiens, parmi les plus grosses boîtes du monde, on va retrouver la plupart des grosses boîtes qui sont aux États-Unis. Si tu regardes un peu, les grosses boîtes là, Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, etc., Alphabet et tout, Google, c'est des boîtes américaines. Donc c'est pour ça qu'on a une surexposition d'un point de vue géographique sur le secteur américain, mais comprendre aussi que quand tu investis sur un MSCI World, si demain la création de richesse, la création de valeur et les plus grosses entreprises sont plus aux États-Unis, mais plutôt dans d'autres pays, parmi les 23 qui sont représentés dans l'indice, ici, ça se changera automatiquement. C'est ça aussi le gros avantage de la gestion indicielle, c'est que ça te permet d'avoir une allocation d'actifs qui va varier au fur et à mesure du temps et qui va toujours être en lien par rapport à ce qui se passe dans l'économie. Si on regarde au niveau du S&P 500, donc là c'est un autre indice qui représente les performances des 500 plus grandes entreprises américaines. Donc là on n'a même pas une répartition géographique comme celle qu'on peut retrouver sur le MSCI World. Parce que sur le MSCI World, oui, on est quand même bien exposé au marché US. Mais là, avec le S&P 500, on est vraiment exposé qu'au marché US. Parce qu'il n'y a pas... L'objectif, c'est vraiment de s'exposer aux 500 plus grandes entreprises américaines. Là, pareil, on va avoir une répartition par capitalisation. Plus la boîte va être grosse, plus elle va peser lourd en termes de capitalisation et du coup, plus elle va peser lourd dans l'indice. Mais globalement, ça reste un indice qui a très très bien performé ces dernières années, comme tu peux le constater. Là, on va retrouver du coup les performances annualisées, donc sur 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, avec les performances d'année en année. Tu vois, sur 2023, 26% de rendement, 2022, moins 18%, 2021, 28%, 2020, 18%, etc., etc. Mais globalement, ça reste un indice qui fonctionne très très bien et pour lequel il y a eu des super performances. L'équivalent du ratio de Sharpe, tu te souviens, le ratio de Sharpe que je t'ai évoqué pour le cas du MSCI World, qu'on retrouve ici, c'est l'équivalent de ce qu'on retrouve ici. Donc là, tu vois que sur une période de 10 ans, déjà sur 3 ans, on a un ratio de Sharpe de 0,56, sur 5 ans, 0,83 et sur 10 ans, 0,84. Donc on se rend vraiment compte qu'il y a un intérêt d'investir sur le long terme, mais c'est valable sur la plupart des indices qu'on retrouve aujourd'hui sur les marchés financiers. Et même globalement, si tu veux investir en bourse, c'est vraiment super important d'avoir une vision long terme parce que ça va te permettre de lisser la volatilité sur le court terme et d'augmenter tes chances et tes probabilités de réussite par la suite. C'est vraiment super important. Là, tu vois, quand même, on est à 0,84 de ratio de Sharpe. C'est super intéressant. Donc là, clairement, ça veut dire que le risque qu'on prend en investissant sur le S&P 500 sur une période de 10 ans, et on pourrait même s'amuser à regarder sur une période de 15 ans, 20 ans, va être contrebalancé. La volatilité à court terme va être contrebalancée par des performances espérées et futures plus élevées que la moyenne. Donc ça, c'est super intéressant. À l'intérieur, on va retrouver donc dans le S&P 500, là tu vois, je t'ai dit 500 entreprises américaines, mais pour le coup, c'est pas tout à fait exact. On est quand même à 503 entreprises à l'intérieur. Attention de bien lire la fact sheet sur les différents ETF auxquels tu vas décider de t'exposer, parce que des fois, tu peux avoir des ETF qui vont te dire, moi, je vais investir plutôt sur 495 entreprises, ou d'autres, ça va être 500. Voilà, globalement, le vrai indice de référence, c'est 503 entreprises. Et donc, si tu as une boîte qui fait faillite, qui fait plus partie du top 500 des plus grandes entreprises américaines, il va être remplacé par une nouvelle qui, elle, finalement, prendra sa place.
Donc à l'intérieur, on va retrouver des grosses boîtes, pareil, Microsoft, Nvidia, Apple et tout. Et tu vois qu'il n'y a pas des grosses différences en fait, hein. Parmi les grosses boîtes, on retrouve à peu près les mêmes à l'intérieur, hein, les grosses boîtes américaines. Par contre, dans le MSCI World, on est quand même dans 23 pays différents. On a plusieurs secteurs différents, ce qui va être le cas aussi pour le S&P 500. Mais là, on est vraiment basé aux États-Unis et vraiment que des boîtes, des grosses boîtes américaines. On n'en a pas d'autres et on n'est pas exposé à d'autres secteurs géographiques que le secteur américain. Par contre, au niveau du secteur d'activité, on va retrouver donc les nouvelles technologies, hein, presque 33% de l'indice. Le côté financial, donc tout ce qui est institut bancaire, JP Morgan Chase, etc. Là, on est presque à 13%. Le secteur de la santé, 12%. Les produits discrétionnaires, 10%. Tout ce qui est lié aux produits télécoms, donc 9,3%. Le secteur de l'industrie, l'énergie, les utilities, l'immobilier, 2,2%. Donc on a quand même une bonne répartition sectorielle avec quand même un gros focus sur le secteur de la santé, les industries bancaires et également aussi des nouvelles technologies, ce qui est normal parce que c'est là où il y a eu les meilleures performances. En dessous, si tu jettes un coup d'œil, tu pourras retrouver la liste de tous les ETF différents qui vont toucher de près ou de loin le S&P 500 avec à chaque fois des dérivés. Tu sais, tu as des ETF S&P 500 qui vont être capitalisants, d'autres distribuants. Tu vas avoir des ETF à réplication physique, des ETF à réplication synthétique, des ETF hedgés pour te protéger du risque de change en fonction de la devise que tu vas utiliser. Voilà, il y a plein d'ETF différents. Tu as des ETF aussi à effet de levier, des effets de levier positifs ou négatifs. J'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne YouTube et tu retrouveras énormément d'informations dans la playlist bourse si c'est un sujet qui t'intéresse. Mais tu vois, aujourd'hui, des ETF S&P 500, franchement, il y en a énormément avec à chaque fois des avantages, des inconvénients en fonction de celui que tu vas déterminer. Et il y a vraiment un point super important sur lequel il va falloir que tu sois vigilant. Il y a la quantité d'actifs sous gestion, la valeur liquidative, mais surtout les frais, le TER, donc les frais de gestion sur chacun des ETF. L'idée, c'est vraiment de choisir celui qui va te correspondre le mieux, mais surtout celui qui va avoir les frais les plus faibles possibles. Au niveau des performances, c'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, on reste quand même sur un indice qui a très bien performé ces dernières années, tout comme le MSCI World. Donc moi, je me suis amusé à aller sur le site qui s'appelle Backtest by Curvo et de faire une rétro-analyse en prenant quelqu'un qui aurait investi théoriquement sur le S&P 500, uniquement sur le S&P 500, et un autre qui aurait investi sur la courbe en bleu uniquement sur le MSCI World. Alors là, tu vois, on prend le cas de quelqu'un qui aurait investi 10 000 $ sur ces deux indices, mais dans les années, alors attends que je ne me trompe pas, dans les années 92, tu vois, donc vraiment depuis quand même un certain temps, on voit qu'au départ, on suit à peu près les mêmes performances, et puis plus on avance, plus les deux courbes marquent une différence significative, avec forcément un gros écart entre les deux, après la crise des subprimes. Donc 2007-2008, on a eu une explosion à la hausse du S&P 500 et de toutes les boîtes tech. Donc forcément, vu que tu es beaucoup plus exposé aux boîtes tech sur le S&P 500 que sur le MSCI World, tu as des grosses différences entre les deux. Donc, si on zoome un petit peu et si on regarde les performances entre les deux, on prend quelqu'un du coup qui a investi 10 000 $ à un moment donné ou 10 000 € à un moment donné et on regarde donc dans les années 92 et il regarde son portefeuille en n'ayant rien fait du tout, hein. Il rouvre son portefeuille en 2024. Donc, tu as la première personne qui se retrouve avec 133 000 € quelques années après. Et pour la personne qui aura investi sur le S&P 500, il se retrouve à 288 000 € avec 10,85% de retour sur investissement annualisé pour le S&P 500 et 8,33% pour le MSCI World. Si on regarde la volatilité, on est à 15,28% pour le S&P 500 et 14,39% pour le MSCI World. Un ratio de Sharpe plus faible pour le MSCI World et 0,68% pour le S&P 500. Donc là, a priori, en fait, tous les débutants, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont se dire, c'est génial, moi, en faisant des analyses, je ne vois pas pourquoi j'investirais sur le MSCI World ou pourquoi je ne mettrais pas tout mon argent en fait, directement sur le S&P 500. Ça, c'est un peu l'erreur de débutant parce qu'on peut se dire, ok, il y a plus de volatilité, mais les rendements sont plus élevés. Et franchement, la volatilité, elle n'est pas dingue quand on compare en termes de pourcentage. On se dit oui, il y a un peu plus de volatilité, un peu plus de risque, mais globalement c'est plus performant. Moi je suis là pour le long terme, donc il n'y a pas de souci. Le seul truc, c'est que c'est pas parce qu'on a eu ce genre de performance par le passé qu'on va forcément continuer d'avoir ces mêmes performances par la suite. Là, le marché US
a très très bien marché ces dernières années, mais peut-être que sur les 10, 20, 30 prochaines années, bah, ce ne sera peut-être pas le marché US qui continuera de leader le marché. Peut-être que ce sera les pays émergents ou peut-être d'autres classes d'actifs. Hein. Là, on parle que du marché action, mais tu peux très bien également aussi décider de diversifier ton portefeuille. C'est vraiment ce que je t'invite aussi à faire. Hein. Ne pas t'exposer uniquement qu'au marché action. Tu peux investir sur les obligations, tu peux investir sur les métaux précieux, tu peux investir sur l'immobilier coté, tu peux investir sur les crypto-monnaies. Maintenant aussi, hein, tu as des ETF sur la crypto, même s'il y a des gros avantages, des inconvénients aussi à utiliser cette approche. J'ai fait toute une vidéo complète sur les ETF crypto. Et ça fait des années que j'investis en crypto. J'ai même une chaîne à plus de 110 000 abonnés au moment où je suis en train de tourner cette vidéo qui traite du marché crypto. Voilà, j'ai gagné beaucoup d'argent avec la crypto et donc c'est vraiment un domaine que j'affectionne particulièrement. Il ne faut pas faire n'importe quoi, mais tu peux également aussi, dans le cas d'un investissement long terme, décider de t'exposer éventuellement à un ETF Bitcoin par exemple, pour te dire tiens, je vais diversifier mon portefeuille, je vais chercher des performances plus élevées. Mais tu vois, en fait, il faut faire vraiment attention parce que beaucoup de débutants, quand ils vont regarder ce genre de courbe, ils vont se dire, bah ok, c'est bon, moi je vois qu'il y a un peu plus de volatilité, mais je vais prendre le plus performant et on verra. Moi, à titre personnel, je choisirai toujours, même si on a un portefeuille un peu moins performant, mais un portefeuille qui va être le plus diversifié possible. Et quand je te parle de diversification, c'est la diversification intra-actif, interactif, la diversification en termes de devises, la diversification sectorielle, la diversification géographique, parce que l'idée, ça sera d'être présent sur à peu près tout ce qui existe en termes de classe d'actifs, mais également aussi, là tu vois, si tu investis sur le S&P 500 ou le MSCI World, en gros, tu investis sur les grosses capitalisations, les large caps, donc les grosses capitalisations. Tu ne vas pas être exposé aux moyennes capitalisations ou aux petites capitalisations. Donc voilà, il y a peut-être des choses, et même il y a sûrement des choses que tu peux faire pour améliorer. C'était un moyen pour moi de t'exposer ces faits-là et faire en sorte de te permettre de prendre du recul. Mais vraiment, quand tu construis et quand tu développes un portefeuille sur le long terme, tombe pas dans le travers en te disant bah, je vais juste investir sur le S&P 500 parce que c'est plus performant. Oui, mais c'est pas parce que ça a été le cas ces dernières années que ça le sera forcément par le futur. Moi, je pense qu'il y a quand même un intérêt d'en avoir en portefeuille, hein, du S&P 500, mais il y a quand même un intérêt, tu vois, de s'exposer éventuellement à d'autres classes d'actifs, de faire attention à ta répartition sectorielle, géographique, parce que finalement, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Peut-être que là, ça a été le cas, on a eu des super performances sur les entreprises tech ces dernières années, et peut-être que sur les 30 prochaines années, bah, ça ne sera pas là où il y aura les meilleures performances. Peut-être que ça sera sur d'autres secteurs d'activité, avec des boîtes qui sont beaucoup plus implantées, du secteur value, tu vois, je t'en avais beaucoup parlé, avec des ETF dits Smart Beta, où on va pouvoir investir sur des critères spécifiques avec de la gestion indicielle. N'hésite pas à acheter un coup d'œil dans ma playlist bourse pour en savoir un petit peu plus. Mais voilà, il y aura peut-être un moment donné dans l'histoire où on se rendra compte qu'il y aura eu un intérêt d'avoir d'autres types d'entreprises en portefeuille ou d'autres classes d'actifs. Parce qu'il y a des moments, on va avoir les actions qui vont très bien performer, puis des moments, ça va être les obligations, puis des moments, ça va être les métaux précieux, puis des moments, ça va être l'immobilier coté. Voilà, donc il y a un intérêt de vraiment bien te diversifier. Et je te le répète, moi, à titre personnel, je préférerais vraiment, enfin, je choisirais toujours un portefeuille qui soit le plus diversifié possible, quitte à avoir des performances plus faibles sur le long terme, parce que l'idée, c'est à la fois de lisser la volatilité, mais surtout d'avoir des performances qui vont être stables et durables avec le temps. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si maintenant tu veux aller plus loin et que tu veux investir sur les marchés financiers en utilisant le vecteur des trackers et des ETF, je t'ai préparé un fichier PDF que tu peux télécharger simplement en cliquant dans le lien que je t'aurai mis dans la description de la vidéo, dans lequel j'ai recensé les meilleurs ETF à la fois sur PEA, sur compte titre, les meilleurs ETF Smart Beta. J'ai fait plein de sections bonus avec vraiment pour objectif de te faire gagner du temps parce que des ETF et des trackers, il y en a vraiment énormément. Et je sais que quand on est débutant, c'est un point sur lequel ça nous demande énormément de temps, énormément d'énergie pour sélectionner les meilleures options qui se présentent à nous. Donc c'est un travail que j'ai déjà fait pour toi. Tu as simplement cliqué dans le lien que je t'aurais mis juste en dessous. Tu rentres ton adresse mail et tu verras, je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de journée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.